BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Chaque jour, oui, vos questions trouvent leurs réponses, les réponses de nos experts. Et cet après-midi, c'est Benoît Lombard qui nous accompagne, le président de Vitam MFO, en charge de la communication du groupe Cristal désormais. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Ça va, on est ravis de vous retrouver. Ravi aussi d'être sur BFM Bourse. Est-ce que vous êtes prêt à répondre aux questions ? Je suis prêt. Alors on se jette à l'eau tous les deux. Cette première question, surtout vous d'ailleurs, sorte question de Pauline. Moi je vous pousse dans l'eau. Peut-on conserver, nous demande Pauline, un PEA en cas de départ à l'étranger ? Très bonne question, puisque oui, la réponse depuis novembre maintenant, depuis mars 2012, tandis qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Avant 2012, les PEA étaient naturellement clos dès l'instant où on partait de l'étranger. Un contribuable qui est parti en Belgique n'était pas content. Alors, il était devant jusqu'au Conseil d'État, puis le Conseil d'État lui a dit écoutez, cher ami, effectivement, le PEA est clos, mais vous ne payez pas les prélèvements sociaux qui sont attachés à la souscription, à la clôture, d'un PEA. Alors l'administration fiscale n'était pas contente et en 2012, elle s'est ravisée. Elle a modifié sa doctrine administrative. Elle a dit maintenant, si vous partez à l'étranger, le PEA n'est pas clos et donc on ne paye pas les prélèvements sociaux, mais on les paiera le jour où on retirera l'argent. Un petit bémol, c'est valable dans tous les États du monde entier, sauf les États et territoires non coopératifs. Vous savez, les juridictions qui sont dans les paradis fiscaux, les Seychelles, Samoa, etc. Donc c'est pas valable si jamais on va dans ces pays-là. Autrement, on diffère le moment de l'impôt au jour où on retire l'argent de son PEA, du temps où on est à l'étranger. Voilà. Bon, et ces pays non coopératifs, comme on dit, Seychelles, Samoa, on peut quand même y aller en vacances à l'étranger. Ça n'aura pas d'impact sur votre PEA, on vous rassure. Non, il y en a uniquement un si on veut clôturer son PEA, tandis qu'on est résident là-bas. La réponse, Pauline, à votre question. Karima nous écrit aussi. Que me conseillez-vous, nous demande Karima, entre l'assurance vie et le contrat de capitalisation pour préparer mon avenir ? Oh là, ce match, vaste question, match assurance vie, contrat de capital. Match éternel. Alors, il y a quand même des points communs. Les points communs, ce sont des produits d'investissement assurantiel. Ils sont émis par des assureurs. Les gains capitalisent dans les deux cas. Et puis aussi, en cas de rachat, on a la même fiscalité. Vous savez maintenant, la flat tax. Et au bout de 8 ans, on a une petite exonération si on a mis moins de 250 000 euros dans chacun des véhicules. Sur ces points, match nul entre le contrat de capitalisation match nul. Ça capitalise, on est en franchise d'impôt tant qu'on reste dans l'enveloppe. Bon. Différence. Eh bien, quand vous avez un contrat de capi, vous stipulez pour vous-même. C'est-à-dire que vous dites à l'assureur, je te prête de l'argent, parce que faut pas oublier, on est créancier de l'assureur, je te prête de l'argent à charge de le faire fructifier pour moi-même, et puis je peux retirer l'argent quand je veux. Mais si je décède, on ne peut pas désigner de bénéficiaire ? Non, il n'y a pas de stipulation pour autrui. Il y a une stipulation pour moi-même, pour soi-même, et pour autrui dans l'assurance vie, mais pas dans le contrat de capi. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'au jour du décès, eh bien le contrat de capi s'inscrit dans l'actif de la succession et gomme aussi à ce moment-là les plus-values. Et ça, c'est un point qui est important, qui est nouveau depuis 2019. Vous avez mis 100 dans un contrat de capi, vous décédez, il vaut 120, votre héritier le touche à 120, il rachète un instant de raison après le décès à 120. Pas d'impôt. C'était pas le cas avant 2019. Donc là, c'est la grosse différence. Et bien évidemment, l'assurance vie, stipulation pour autrui, ce qui veut donc dire désignation bénéficiaire, ce qui veut donc dire exonération de capitaux à hauteur des abattements qu'on connaît, 152 500 euros par personne si on alimente son contrat avant 70 ans. Donc la grosse différence, dans un cas, je transmets en cas de décès, assurance vie automatique avec les avantages fiscaux qu'on connaît. Contrat de capi, c'est pas le cas. On transmet le contrat et le contrat s'inscrit à l'actif de la succession et les héritiers prennent la suite du contrat de capi dont leur défunt auteur était le souscripteur. Ce qui veut donc dire aussi qu'on peut transmettre en cas de vie, par donation, un contrat de capi. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas d'un contrat d'assurance vie. Vous ne pouvez pas le transmettre. Donc plus de souplesse. Mais aussi, on peut voir un petit avantage. Contrat de capi, si jamais on met un assurance vie, si on utilise l'assurance vie pour mettre comme bénéficiaire le conjoint survivant, il sera taxé aux prélèvements sociaux sur les capitaux qu'ils n'ont jamais supportés en cas de décès, tandis que le contrat de capi gomme l'intégralité des plus-values latentes. Donc, il faut faire le pendant des choses. Qui je veux mettre comme bénéficiaire ? Si je mets mon conjoint, peut-être utiliser simplement un contrat de capi. Réponse complète, Karima, à votre question. Ce match qu'on entend, qu'on nous propose régulièrement entre le contrat de capitalisation et l'assurance vie, ce match déblayé, décrypté par, à l'instant, Benoît Lombard. Et vous pouvez retrouver, bien sûr, ses réponses sur le replay de BFM Bourse. Michael nous écrit aussi. Il aimerait bien, Michael, c'est peut-être pas le seul d'ailleurs, investir dans une PME. Il nous demande quels sont les avantages d'un investissement dans une PME et surtout comment faire. Félicitations, Michael, d'abord. C'est très bien de drainer son épargne vers l'économie réelle, vers les fonds propres des entreprises. Il y a deux options d'abord. Michael, soit il achète des titres
qui sont déjà émis. Donc là, il peut les acheter en direct ou dans son PEA. Et dans son PEA, n'oublions pas qu'on est exonéré de tout impôt au jour de la cession de ces titres. Mais aussi, il peut, si jamais il investit lors de la création du capital, c'est-à-dire lors de la création de la société, ou lors de l'augmentation du capital d'une PME, une PME au sens de la réglementation européenne, c'est-à-dire moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 7 ans, au moins 2 ou 3 salariés, je ne sais plus, du reste, je vérifie ça, comme quoi, Mickaël a raison de me poser cette question. Ce ne sera pas 2,5 salariés. Donc, elle ne sera pas 2,5. Et il peut investir dans cette entité et bénéficier d'une réduction d'impôt qui est dorénavant de 25% dans le cadre d'un plafond global de 50 000 euros pour un célibataire veuve divorcé ou 100 000 euros pour un couple marié, bien évidemment, plafonnement global et niche fiscale. Oui. Et donc, c'est 10 000 euros le montant maximum par an, c'est reconductible. Donc, supposons que quelqu'un mette 100 000 euros, c'est 25 000 euros de réduction d'impôt. Mais il peut l'utiliser, première année 10 000, et puis il a 2 ans et demi, donc la deuxième année 10 000 encore, la troisième année encore 5 000 euros de réduction. C'est pas perdu. Enfin, c'est quand même pas donné à tout le monde d'investir au capital du PME. Enfin, c'est pas évident. Bien. Il faut savoir évaluer un bilan, un potentiel, un business model également. Vous conseillez plutôt d'investir à travers des fonds ou d'investir directement? Il y a 2 options donc sur le sujet. Il y a la love money, donc la famille, on fait confiance, on aide, donc on aide ses proches, on aide des cousins, on aide ses enfants, on peut aider un ami aussi. Et puis là, du coup, après, il y a un travail un peu plus professionnel. On est sollicité pour. Là, méfiance. Regardons le business plan, analysons l'entité et puis vérifions si jamais on est capable de comprendre toutes ces données, si jamais on ne se fait pas avoir avec une valorisation trop forte. Et autrement, on peut le faire bien évidemment via des FIP, des FCPI qui peuvent être logés dans le PEA, mais il n'y a pas d'intérêt spécifique de les loger dans le PEA. Dans ce cas, toujours vérifier que la performance du FIP, du fonds dans lequel vous investissez, que cette performance ne dépend pas d'une seule société. Ça peut arriver. Puis vérifier aussi l'âge du gérant. Si le gérant bien qui sûr. Performe est sur le point de partir à la retraite, c'est peut-être pas le meilleur timing pour investir dans le fonds qui marche bien. Voilà. Horizon de gestion, un long, 7, 8, 9 ans minimum. Ne l'oublions jamais ça. Le temps est votre ami, le temps c'est de l'argent, y compris en termes de placement. Benoît Lombard, président de Vitam MFO, en charge de la communication du groupe Cristal, avec nous désormais régulièrement. Merci beaucoup Benoît. Merci Guillaume. On retrouve également le matin aux côtés de Cédric Decoeur dans BFM Patrimoine. À très bientôt. Et on répond chaque jour à vos questions. Envoyez-les-nous sur notre site bfmbusiness.com. Le CAC 40 toujours en pleine forme. Il gagne actuellement 1,4%, 6545 points.